Cal, Julien Frat et Emmanuel Subsol Le Bordet, hein, nos témoins d'aujourd'hui sur le pôle territorial Albigeois et Bastide. Et bonjour à tous les intervenants. Alors pour information, vous êtes aujourd'hui, nous attendons aujourd'hui 10 structures intercommunales, 11 territoires, soit des pays, soit des communautés de communes, soit des communes, et une communauté d'agglos également. Et puis 10 structures qui sont des structures associatives ou des structures parapubliques ou même des structures privées qui interviennent dans le domaine de la transition énergétique. Alors, en introduction, moi je voudrais dire que c'est aujourd'hui la troisième téléconférence avec le réseau TEPOS. Et pour Mairie Conseil, bien entendu, notre objectif est de faire partager le témoignage des territoires engagés dans une politique de transition énergétique qui commence à donner des résultats. Voilà. Alors, on a déjà eu 2 webconférences, certains d'entre vous y ont déjà participé d'ailleurs, et je vous invite vraiment à prendre connaissance en ligne des vidéos, mais également des comptes rendus écrits plus synthétiques que nous avons élaborés suite à ces conférences. Alors il y a eu le Mené en Bretagne, avec sa longue histoire intercommunale, où les élus et les agriculteurs notamment s'interrogeaient déjà en 95 sur la question des énergies renouvelables. Ils sont allés voir ailleurs, ils expliquent longuement ce qu'ils ont vu dans les pays d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est également, notamment sur les déchets et la méthanisation. Ils ont été confortés par ces visites et ils progressent aujourd'hui dans leur projet, notamment avec Solagro, dont nous avons, je crois, un représentant aujourd'hui. Et avec Solagro en 2005, la communauté du Mené a validé le projet 100% énergie renouvelable. Alors, dans ce compte-rendu, vous pourrez comprendre l'engagement politique des équipes, voir comment l'étude de Solagro et la mobilisation des acteurs a vraiment permis d'étudier en profondeur les ressources énergétiques, le bois, le vent, la biomasse animale ou végétale, le soleil, pour produire de l'énergie. Et comme disait le président Aniel du Mené, il y a du levain au fond de la marmite, même avec le renouvellement des élus. Voilà. Alors ensuite, on a eu le Thouarcé, le mois dernier, le 20 janvier, 33 communes, 36 000 habitants, donc là un territoire plus vaste, avec aussi une dynamique ancienne sur le territoire, puisqu'en 84, il y avait déjà une première piscine solaire. En 2001, la chaufferie bois, et puis un engagement volontaire de la part des élus très fort dans une démarche environnementale, avec une embauche d'un permanent et le soutien de l'ADEME. Voilà. Donc, on voit dans ces 2 expériences précédentes un engagement politique très fort. Pour le Mené en 2007, un plan climat avec l'objectif d'atteindre le facteur 4 en 2050. Et puis, pour le Thouarcé. Et le Thouarcé a obtenu en 2014 la 3e place de la Ligue européenne des énergies renouvelables. Alors, cette reconnaissance a eu pour conséquence de souder l'intercommunalité, une intercommunalité renouvelée et issue de fusion. Ça, c'est important à signaler. Donc, regardez ces comptes rendus, regardez les enjeux, les plans d'action, tout ce qui a été fait dans ces territoires, c'est le but de nos rencontres. Et là, je passe la parole à Yannick, qui va expliquer ses objectifs. Voilà. Merci Catherine. Bonjour, donc Yannick Régnier du CLER, Réseau pour la transition énergétique, et je suis aussi animateur du réseau Territoire Énergie Positive depuis qu'il a été créé. Alors juste un mot très rapide d'historique, comme vous pouvez le voir à l'écran. Dans le contexte actuel, c'est toujours intéressant de revenir un petit peu sur l'historique du mouvement. Le concept de territoire énergie positive a été introduit à l'Assemblée générale du CLER en 2010, sans doute pour la première fois vraiment dans le sens qu'on lui donne encore aujourd'hui sur les questions d'énergie. Puis effectivement, on a rappelé le rôle majeur et précurseur du Mené sur la fondation du réseau, qu'on a co-initié en fait à ce moment-là. Et comme le CLER est une entité nationale dont le métier est l'animation de réseau, on a assez naturellement pris ces tâches en fait d'animation de réseau à ce moment-là. Et puis le mouvement a pris une grande ampleur au niveau infranational et supranational, par en particulier des initiatives de régions et de direction régionale de l'ADEME qui ont monté des programmes d'accompagnement des territoires. Et au niveau européen, dans le cadre de la mise en place d'un projet de mise en réseau justement des initiatives équivalentes au territoire énergie positive en France dans une dizaine de pays d'Europe. Et donc avant l'été et puis après l'été, l'État a annoncé un dispositif appel à projet de territoire énergie positive pour la croissance verte qui évidemment donne
un coup de fouet à la fois médiatique à la notion, mais aussi financier pour les territoires qui ont été retenus, puisqu'une aide assez conséquente va être attribuée à 212 territoires, lauréats de l'appel à projet. Donc comme je le disais, juste un mot, au niveau du réseau territoire énergie positive, on a quelques métiers phares. Le premier, c'est la capitalisation d'informations, et pour ça, un site internet rassemble vraiment quasiment tout ce dont on dispose, et notamment à peu près 75 présentations sonores, c'est-à-dire qui couplent la présentation avec le son de l'intervention issu des rencontres, des 4 éditions passées des rencontres, mais 3 précisément sur les rendus sonores, et puis tout un ensemble de bonnes pratiques que vous pouvez consulter à tout moment et en accès libre. Et donc en parallèle, on anime au niveau du CLER un travail de réseau autour par exemple de ces téléconférences, mais aussi de groupes de travail, de préparation de rencontres annuelles, etc. Et donc pour tous les territoires qui souhaitent échanger entre eux sur ces questions-là de progression dans la transition énergétique territoriale, vous êtes évidemment les bienvenus au sein de ce réseau. Je vais, juste avant de passer la parole au pôle Albigeois et Bastide, je vais juste rappeler le découpage temps de cette, on va dire, bonne heure de téléconférence. Une trentaine de minutes de présentation du pôle Albigeois et Bastide, des différents intervenants présents. Et puis après, un temps de questions-réponses, 20-25 minutes pour conclure la séquence. Et vous serez évidemment mis en avant sur ce temps de questions-réponses, tous les participants. Pour le temps de questions-réponses, j'y reviendrai peut-être, mais on a un module de conversation en bas via lequel vous pouvez dès maintenant et au fil de la présentation noter un certain nombre de questions ou d'interrogations que vous avez, ce qui me permettra éventuellement de les relayer à l'oral de manière simple. Et puis n'hésitez pas aussi dans un second temps à utiliser ce petit outil qui est la main levée que vous pouvez voir dans l'icône en haut, qui vous permet de signaler éventuellement que vous voulez poser une question. De la même manière, pour l'animation, ça peut faciliter le travail. Et je vais passer tout de suite la parole à Sylvian Calp, et non pas Sylvain, désolé, c'est une erreur qui doit être très classique, qui est élu dans le pôle Albigeois et Bastide pour introduire la présentation du jour. Bienvenue à vous, et puis je vous passe la parole. Oui, bonjour à toutes et tous, bienvenue en pôle albigeois. Le pôle albigeois, effectivement, et Bastide, c'est 5 communautés de communes regroupant 101 communes, plus de 58 000 habitants, sur un territoire de 1664 km², donc avec une densité de 35 habitants au kilomètre carré. Au départ, il semblerait qu'il y ait un souci technique. Est-ce que vous m'entendez? Non, c'est bon. C'est bon? Je poursuis donc. Voilà, donc vous avez des slides qui doivent apparaître, effectivement. Alors au départ, le pays était constitué sous forme associative. Nous nous sommes transformés en pôle d'équilibre territorial depuis le 1er janvier de cette année. En termes de personnel, nous employons 7 équivalents temps plein, dont 2 personnes sur l'énergie, un conseil en énergie partagée, et puis Julien Fra, donc, qui est notre chargé de mission sur le plan climat, un chargé de mission habitat urbanisme, donc en la personne d'Emmanuel Subsol, une personne chargée du contrat leader, un directeur et 2 personnes chargées de l'administration. Alors, le positionnement du pays en matière énergétique a débuté dès l'année 2007 par une analyse des consommations énergétiques du patrimoine des collectivités du pays. Nous avons analysé les consommations de plus de 200 bâtiments et nous avons élargi ce diagnostic également à la production énergétique et aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, quelques particularités de notre territoire à ce niveau-là. Sur la consommation énergétique, la part du résidentiel très importante, 48% des consommations énergétiques proviennent du secteur résidentiel. Également une part très importante pour les transports, 24%, et en troisième lieu, l'agriculture avec 12%.
Sur la production énergétique, nous sommes un territoire surtout concentré sur la filière bois-énergie, qui occupe effectivement la majeure partie de cette production énergétique, avec également une production en matière d'éolien relativement importante à 34%. Territoire éminemment rural, malgré la proximité de l'aire urbaine albigeoise. Donc, il en découle que les émissions de gaz à effet de serre proviennent essentiellement du secteur agricole, pour 65%. Néanmoins, on retrouve là le secteur résidentiel et le secteur des transports. Donc voilà un petit peu pour le diagnostic. Ce diagnostic a été terminé en 2010. Et donc, par la suite, nous nous sommes positionnés sur la définition d'une stratégie et d'un plan d'action pour constituer le plan climat donc, de notre territoire. Ce plan climat a fait l'objet d'une première période triennale d'action sur 2011-2014 à travers 6 mesures et 20 actions envisagées. Et à la suite de donc plan climat, nous avons souhaité nous engager encore plus avant en 2014 en signant la Convention des maires et puis en nous engageant également à travers une plateforme de réhabilitation, rénovation des habitats, pardon, et également un engagement donc, dans le réseau des territoires à énergie positive. Alors au départ, évidemment, l'engagement était politique au sens large, était de contribuer aux objectifs 3x20 en 2020 et au facteur 4 en 2050. Alors on me dit qu'il manque une diapo, mais je continue. Notre budget annuel au départ sur le plan climat était de 160 000 euros, se divisant en actions, j'ai parlé des 20 actions tout à l'heure, et puis également en moyens en personnel à travers 2/3 du poste de chef de projet, en l'occurrence donc le poste de Julien, et un ETP sur le CEP. Donc, comme je l'ai dit, nous avons souhaité poursuivre cette démarche qui est vraiment une démarche de mobilisation des acteurs, facteur clé du succès du PCET. Alors, les acteurs, évidemment, il s'agit d'abord des collectivités territoriales, des élus, des techniciens. Et donc nous sommes allés vers eux en mettant en place un club climat, mais également en établissant des programmes de formation. Nous avons également souhaité mutualiser des moyens à travers les collectivités donc, adhérentes au pays. Et d'où la mise en place du service de conseil en énergie partagée, le CEP. Nous sommes aussi allés vers les partenaires qui avaient un historique et des compétences en la matière concernant ces actions énergétiques, ce qui nous a conduit à la mise en place de permanence délocalisée avec l'espace Info-Énergie et l'agence départementale pour l'information sur le logement, la DIL. Et puis, donc, nous avons également initié des opérations groupées. Nous sommes venus en relais d'opérations groupées, que ce soit au niveau des diagnostics énergétiques, au niveau de la thématique aménagement urbanisme, évidemment au niveau de la rénovation de l'habitat, et également en lien avec le syndicat départemental d'énergie sur l'extinction nocturne en matière d'éclairage public. Voilà un petit peu l'historique, la stratégie de mise en œuvre, partant du principe, ayant comme fil conducteur que tout ce qui pouvait être exemplaire au niveau public pouvait ensuite rejaillir sur un programme d'action plus ciblé en direction
du secteur privé. Donc je vais maintenant passer la parole à Julien qui va vous détailler les différentes actions de notre plan climat dans un premier temps. La technique, il y avait une petite vidéo. L'association du Pays de l'Albigeois et des Bastides a été créée en 2004. Elle regroupe 101 communes avec un équivalent de 58 000 habitants, 5 intercommunalités. C'est un territoire rural, donc avec des enjeux agricoles très forts et de consommation énergétique qui vont de pair. Des enjeux de déplacement également importants entre la ruralité du territoire et la zone agglomérée. Et puis également des enjeux de consommation énergétique dans les bâtiments avec un espace résidentiel très développé. Dans les atouts de ce pays, nous avons des richesses naturelles importantes, notamment avec la filière bois. La démarche du plan climat territorial du Pays de l'Albigeois et des Bastides a été initiée dès 2007. Cette démarche s'est poursuivie à travers un élargissement au niveau européen, avec l'inscription dans un programme européen 100% territoire énergie positive, et elle s'est également concrétisée à travers la signature par le pays de la Convention des maires au niveau européen. Les actions phares de ce plan climat sont beaucoup concentrées sur le bâtiment. Un travail important est également fait pour promouvoir la production des énergies renouvelables. Et une des actions emblématiques, c'est aussi le déploiement de ce plan climat dans les communautés de communes. Le plan climat territorial, c'est aussi de nombreux partenariats pour porter ces actions. Sur notre territoire, l'espace Info-Énergie, le CAUE, l'ADIL, Trifil nous aident à mettre en œuvre ces actions et œuvrent eux-mêmes sur cette question. Et puis, depuis le début, c'est un partenariat fort avec l'ADEME, que ce soit financier, technique, méthodologique. Enfin, la région et le département nous accompagnent également pour effectivement faire que cette démarche puisse rayonner sur tout le territoire. Les Nuits de démographie, c'est un projet de sensibilisation et d'information des habitants sur la déperdition de leur logement en matière d'énergie et sur les dispositifs mis en place pour leur aider à rénover leur logement de manière performante. La soirée commence par une balade avec les habitants. Une caméra infrarouge s'installe sur les mâts d'un camion et permet de prendre des images en continu. Donc on commente les images et les particuliers peuvent regarder quels sont les points de déperdition les plus importants de leur logement par contraste de température sur la façade. Une fois la balade terminée, on rentre dans les locaux de la mairie pour échanger avec les particuliers sur les images observées et qui enchaîne avec une conférence proposée par l'Espace Info-Énergie et le pays sur les enjeux climatiques, le plan climat territorial et les pistes de rénovation ainsi que les aides financières qui permettent de rénover leur logement et de réduire leur consommation d'énergie. En 3 ans, nous avons visité 16 communes dans plus de 600 personnes sensibilisées lors de la nuit de la thermographie et environ 200 personnes renseignées en mairie par la DIL et l'espace Info-Énergie pour des conseils techniques sur les aides financières. Rosières, c'est un village de 780 habitants. Dans le cadre du plan climat-énergie territorial, le pays nous a proposé ses services et son aide pour réaliser des liaisons douces. On est traversé par le Sérou et donc l'idée c'est de faire du cheminement doux le long du Sérou pour établir des liaisons entre Rosières, donc ce chemin le long du Sérou, ainsi que les villages qui sont situés au sud de Rosières, mais aussi avec Armaux. Donc faire une grande liaison et remettre un peu à jour, ou du moins construire ce qui existait il y a ça quelque temps. On est ici à peine. Voilà, alors on va juste... Yannick, si tu peux me dire comment on fait pour revenir du coup. Enlever le plein écran. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, donc je vais revenir sur la présentation en PowerPoint. On va s'arrêter là juste pour la vidéo. Si la technique peut me remettre le PowerPoint. Merci. Donc voilà. Donc en fait le programme d'action qui a été initié depuis 2011, comme l'a rappelé Monsieur Kals, il se concentrait à la fois sur on va dire la sphère des collectivités
commencé avec la mise en place de ce CEP, mais également la prise en compte de questions de développement durable dans les projets d'aménagement. Et puis la CRTIV qui elle, est beaucoup plus concentrée sur les particuliers avec la rénovation de l'habitat. Néanmoins, avec les agriculteurs, on a un petit peu travaillé et commencé à travailler sur les questions de méthanisation pour encourager l'émergence de projets et de développement d'unités de méthanisation sur le territoire. Juste un petit schéma pour dire que sur cette première période de mise en œuvre du plan climat, on a souhaité vraiment se concentrer sur l'ingénierie et permettre au territoire de disposer d'une ingénierie projet, soit bien sûr par les compétences prises directement par le pays, le CEP par exemple, mais aussi par la réalisation des sites, par la réalisation des accompagnements techniques AUE et autres. Et ça, c'était vraiment un souhait des élus d'être dans le concret et de faire en sorte que les projets souhaités par les élus au niveau des communes, des communautés de communes, puissent être accompagnés et montés quelque part en qualité via un accompagnement et une ingénierie des. Alors, on voulait faire juste un petit zoom sur deux principales actions qui sont en train de prendre de l'ampleur parce que s'il y a un message que l'on peut témoigner, c'est qu'on commence des fois avec des actions qui sont vraiment petites. Voilà, les nuits de la thermographie, c'était quelques dizaines, quinzaines de personnes qui venaient assister à ces soirées. C'était une petite organisation avec plusieurs partenaires qui étaient motivés pour sensibiliser. Et puis ça en arrive jusqu'à réaliser aujourd'hui des thermographies via ce véhicule que vous avez pu voir dans le reportage, dans un ensemble de bourgs pour avoir vraiment une alternative à la thermographie aérienne et proposer aux élus mais aussi aux habitants l'accès à une première information sur les déperditions d'énergie de leur habitation. Donc la plateforme que l'on a essayé de créer, qui s'appelle REHAB, Rénovation de l'énergie énergétique de l'habitat de l'Albigeois et des Bastides, vise vraiment dans une première étape à repérer les logements qui présentent de fortes déperditions, à repérer les initiatives par l'intermédiaire de la thermographie, via donc cet outil albigeois qui est le camion Thermocamins, voilà, développé par deux sociétés albigeoises aux côtés du pays. L'objectif, c'est d'aller plus loin que cette simple thermographie, notamment par la mise en place d'un ambassadeur de l'efficacité énergétique qui, aux côtés des élus, va aller à la rencontre de ces propriétaires pour leur présenter les dispositifs en place sur notre territoire, puisque en plus de la plateforme, il y a deux OPH, plus un PIG départemental, donc tout notre territoire est couvert par une opération et un accompagnement ANA. Mais donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir aller à la rencontre de ces propriétaires pour leur présenter les dispositifs d'accompagnement auxquels ils ont droit, OPH, PIG ou plateforme pour les publics non aidés par l'ANA. Alors la deuxième étape de ce projet qui elle est en cours et devrait, alors il y a un problème d'affichage a priori. Donc c'est effectivement, on l'a dit, des OPH, un PIG, mais qui ne concerne sur le territoire qu'à peu près la moitié des ménages, des habitants. L'autre moitié est écartée de tout dispositif d'accompagnement, hormis l'espace info-énergie qui peut permettre effectivement, dans un premier temps, d'apporter des premiers conseils. Il nous semblait que c'était important que si on veut créer une réelle dynamique de rénovation sur le territoire, que ces propriétaires-là soient également accompagnés et qu'ils puissent accéder facilement à un accompagnement ou en tout cas un dispositif qui, à un moment de leur projet, puisse répondre à des questions qui se posent. Et donc là, nous sommes en train de construire, nous allons recruter, je pense en fin d'année, début d'année prochaine, un conseiller pour réaliser des visites techniques, pour organiser des diagnostics, un marché groupé de diagnostics et également d'assistance à maîtrise d'œuvre, d'ouvrage, etc., pour que tous les particuliers sur le territoire puissent à un moment ou à un autre de leur projet bénéficier d'un accompagnement. L'étape ultime de cet accompagnement est l'émergence d'une SIC sur le pays, puisque le pôle, en s'engageant dans la création de cette plateforme, avait clairement dit le pays et le pôle, les collectivités, ont un rôle d'impulser des démarches, d'impulser des nouveaux dispositifs, mais si on se projette sur le temps qu'il va nous falloir pour rénover l'ensemble du parc immobilier, c'est-à-dire c'est bien à l'horizon de 10, 15, 20 ans, la collectivité ne pourra pas supporter sur ce temps-là tous les efforts consentis, d'où le souhait de faire émerger un outil économique dédié au territoire sur l'accompagnement des
des particuliers, qui puisse être partagé avec le maximum d'acteurs qui œuvrent sur cette question-là, que ce soit les artisans, que ce soit les bureaux d'études, les architectes et autres, que ça puisse profiter et d'être dans la dynamique un peu participative. Et l'outil SIC aujourd'hui, effectivement, peut permettre de répondre un petit peu à tous ces enjeux et surtout à tous ces souhaits souhaités par les études. Donc ça n'apparaît pas, mais ça devrait être ici. Voilà. Enfin, la dernière étape, c'est qu'on ne peut pas parler effectivement de rénovation performante sur un territoire sans y associer bien sûr les professionnels. Et là, il y a un gros travail en cours avec la Chambre des métiers pour une montée en compétences des entreprises, pour leur permettre d'aborder ce marché d'une façon un peu plus innovante en se regroupant, en proposant des offres globales et surtout en les accompagnant à des économies sur le geste, sur les aspects techniques, sur les aspects gestion de projet, gestion de chantier. Donc ça, c'est un point important qui est vraiment aussi traité donc en partenariat avec la Chambre des métiers pour faire en sorte que demain et assez rapidement sur notre territoire, on soit en capacité aussi de proposer, que les entreprises soient en capacité de proposer des offres performantes de rénovation. On ne peut pas effectivement avoir des obligations sur le neuf et quelque part ne pas pouvoir proposer des choses similaires sur la rénovation. Voilà. Et puis parce que aussi, on est sur un territoire où l'habitat traditionnel est très important et on ne rénove pas effectivement une maison ancienne, traditionnelle comme un pavillon. Donc la nécessité là aussi d'avoir des professionnels qui prennent bien en compte toutes les caractéristiques de l'habitat du territoire. Voilà, je vais laisser la parole à Emmanuel Subsol, donc la chargée de mission Habitat et Urbanisme, qui va vous parler d'une autre action évoquée lors de cette présentation sur donc l'aménagement durable des communes. Bonjour. Merci Julien, bonjour à tous. Et bienvenue à l'écran. Merci. Donc on l'a vu tout à l'heure sur le profil climat de notre territoire, les transports représentent un poste important en matière de consommation d'énergie, on est à 24% sur le pôle albigeois. On sait par ailleurs, donc ça c'est des chiffres de l'ADEME, qu'un déplacement sur deux fait moins de 3 km en voiture. Donc c'est des petits déplacements avec un moteur froid, plutôt en ville, pour se rendre aux services, équipements, commerce. À côté de ça, on a vu sur le pôle albigeois fleurir de nombreux projets d'aménagement de liaisons douces sur les communes. Donc c'est plutôt des circulations cyclables et piétonnes qui sont aménagées sur des axes existants. Parce qu'on a urbanisé plutôt vers l'extérieur des villages, avec des opérations de lotissement qui sont un petit peu déconnectées des centres-bourgs, et ces liaisons viennent pallier au phénomène pour inciter les habitants à se déplacer à pied ou à vélo. Donc on a mené plusieurs études dans le cadre du plan climat, qui ont démontré qu'effectivement l'urbanisme n'est pas toujours adapté à la circulation douce, et que ces circulations douces sont aménagées un peu par défaut sur des axes assez peu appropriés. Ce qui fait qu'on a des déplacements, on le voit sur le schéma que vous avez sur le slide là, des déplacements le long des axes existants qui sont parfois des départementales, donc qui sont assez peu sécurisés, et puis qui sont des déplacements assez monotones, donc c'est pas très agréable. Et on voit donc sur le schéma d'à côté qu'on pourrait avoir si on avait une vraie trame urbaine, avec des voies hiérarchisées, des déplacements doux, des voies circulables, etc., qui permettrait vraiment d'avoir des déplacements plus confortables, plus agréables au sein du cœur de bourg. Donc on a mis en place une animation autour de cette thématique-là, qui a commencé avec des visites de sites. On est allé sur le territoire ou ailleurs, voir ce qui peut se faire de bien en matière d'urbanisme. Et on a aussi édité une plaquette de sensibilisation à destination des élus, et notamment des élus ruraux, parce que la thématique ne doit pas être abordée de la même façon si on est en milieu très urbain ou si on est plutôt en village rural. Et donc est née de cette réflexion, cette opération groupée entre le pôle territorial et le CAIE, qui vise à mener une étude sur les communes de façon groupée. Donc, on a accompagné sur la première tranche 15 communes en 2013, et ce sont 5 nouvelles communes qui sont en cours d'accompagnement aujourd'hui.
Donc en termes de méthodologie, l'objectif du travail qui est mené par le CAE sur les communes, c'est de replacer la mobilité douce au centre du projet d'aménagement. Comment je développe ma commune, mon bourg, pour que les piétons et les vélos puissent trouver toute leur place dans le village. Comment aussi est-ce que l'espace public revient au cœur du projet? Puisque quand on crée un lotissement, en général, on ne s'intéresse pas trop à ce qui va être de l'ordre de l'espace public, et c'est dommage parce que c'est ça qui crée du lien, qui crée du village. Et de façon générale aussi, la question c'est de se poser comment développer le bourg de façon durable. Donc là, ça veut dire économiser au maximum le foncier agricole et préserver ce qui constitue l'identité du village. Donc la méthodologie, elle réside dans les étapes qui sont inscrites sur la présentation. Donc l'étude urbaine globale. Donc on prend un petit peu de hauteur sur le village. Comment est-ce qu'il fonctionne? Quels sont les usages? Quels sont les enjeux de développement? Ensuite, le CAE va construire des scénarios, des projections de développement, même parfois à très long terme. Comment sera le village dans 20 ans, même 50 ans, 60 ans? Les élus ne sont pas forcément habitués à faire ce travail-là, puisqu'ils travaillent souvent à l'échelle d'un document d'urbanisme, ce qui représente une dizaine d'années. Donc c'est bien aussi de se projeter à plus long terme. Par rapport à ces scénarios, ensuite, la collectivité choisit le projet sur lequel elle veut travailler. Là, il y a un travail plus fin qui est mené vraiment techniquement sur ce projet-là. Et le CAE va accompagner la commune jusqu'à l'élaboration du cahier des charges et le recrutement du maître d'œuvre qui va travailler sur ce projet. Et ensuite, il y aura effectivement tout un suivi et un conseil tout au long du travail mené par la commune. Donc, avec l'objectif aussi de cette opération groupée, c'est que la commune ait un vrai programme à long terme, une espèce de document cadre en matière d'urbanisme qui va pouvoir être traduit à la fois dans les documents d'urbanisme et les futurs projets d'aménagement de la commune. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de les amener à travailler ensemble, puisqu'on les réunit lors de journées d'échange et qu'elles peuvent justement, les communes, échanger sur leurs projets respectifs. Voilà, pour finir sur l'opération, donc vous avez un exemple du travail qui a été mené sur une commune du territoire, donc avec en violet toute la trame urbaine existante qui est plutôt en longueur, le long d'un axe d'une départementale assez circulante. Et donc le projet là qui est fait par le CAE, on voit les tracés en vert, c'est justement de recréer une densité, une épaisseur au village avec une vraie trame. Qui va être composé à la fois de voies circulables véhicules et de tout un réseau de circulation piétonne et cyclable pour faciliter les échanges et les déplacements au cœur du bourg. J'aurai la parole à Julien pour la suite. Vous êtes rodé d'un point de vue scénique. Voilà, donc juste pour finir cette présentation, là, la diapositive sur les objectifs apparaît. Bon, voilà, donc ça, c'est ce qu'il a évoqué tout à l'heure, hein, effectivement, une prise de conscience de plus en plus grande des élus du territoire sur, je dirais, l'effet énergie en termes de développement du territoire et la prise en compte dans toutes les composantes du développement et des projets du territoire de cette question. Néanmoins, puisque le thématique, et c'est via le réseau TEPOS que sont organisées ces conférences, donc le pays s'est engagé effectivement à essayer de à concourir à être territoire énergie positif. On a commencé aussi à regarder ce que ça voulait dire pour notre territoire. Et si on regarde juste sur la sphère résidentielle, sur laquelle on est en train de vraiment se concentrer et de concentrer des efforts, c'est arriver d'ici 2020 à rénover plus de 400 à 500 logements par an, donc les résidences au niveau BBC. Aujourd'hui, on en est très loin. On est à peu près à une 150 rénovations par an et qui sont très très loin d'être au niveau BBC. Donc la marge est vraiment très haute. Et donc d'où la nécessité effectivement de la création de cette plateforme qui a été appelée par les élus. Et puis si on arrive à diminuer nos consommations, l'objectif c'est bien aussi de produire ce que l'on consomme sur le territoire. Et là aussi, quand on regarde un petit peu
ce qui se développe sur le pays, on est encore loin de pouvoir satisfaire cet objectif donc de TEPOS. Aujourd'hui, si effectivement tous les projets qui sont dans les cartons, et on en a des très gros, hein, que ce soit en termes d'unités de méthanisation, que ce soit en termes de parcs photovoltaïques au sol, on a vraiment un gisement de projets carton, je dirais, assez conséquent. Et néanmoins, malgré tous ces projets-là, il va falloir multiplier par 2, voire plus, effectivement, la production énergétique du territoire. D'où la nécessité de se poser aussi des questions. Est-ce que les formes de production d'énergie telles on peut les développer aujourd'hui, hein, que ce soit la méthanisation, le thermique, le solaire thermique ou photovoltaïque, l'éolien, le bois énergie, suffiront? Et peut-être qu'il va falloir se poser la question sur effectivement d'autres sources d'énergie à encourager, à expérimenter pour un jour effectivement tenir cet objectif de territoire à énergie positive si on veut effectivement satisfaire cet objectif. Voilà, et juste pour un peu conclure, c'est que la question de l'énergie, elle est très importante, mais comme l'a rappelé Sylvian Kals, nous sommes un territoire très rural, et parler de la question de l'énergie, c'est pas forcément parler aussi de la question des gaz à effet de serre. Sur les graphiques ci-dessous, vous le voyez bien, hein, on a donc 60% c'est le secteur agricole, et sur ces 65%, on a pratiquement 60% qui sont des émissions de gaz à effet de serre qui n'ont pas une origine énergétique, hein, que ce soit le N2O, le CH4. Donc nécessité également de travailler au plus près de ce thème agricole pour qu'on agisse aussi sur le plus gros poste d'émission, à savoir les pratiques agricoles du territoire. Voilà pour cette petite présentation, et bien sûr, nous sommes tous les trois à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont déjà affichées en bas de la présentation. Donc, je te laisse la parole, Yannick, pour organiser cet échange. Ça marche. Merci beaucoup pour votre présentation à trois. Il y a effectivement quelques questions qui ont déjà été proposées. Alors, n'hésitez pas à compléter la liste de questions en parallèle. Ça permet d'avoir un petit vivier pour suivre. Alors peut-être de manière très logique, les questions sont assez distinctes les unes des autres. On a deux questions de Alain Béron. La première est relative, alors ça va aller dans la continuité de la conclusion, à la méthanisation. Aujourd'hui, quel est le travail un petit peu de cadrage général que vous avez mené sur la méthanisation et quel type de projet vous envisagez de développer sur le territoire ? Alors sur la méthanisation, c'est vrai que pour le moment sur le territoire, il n'y a aucune unité qui fonctionne. Il y a eu un gros travail d'animation porté par le pays avec l'organisation de voyages d'études, réunions d'information. Et à ce jour, on va dire 2 grosses unités qui sont en train d'émerger, en tout cas de se construire. Donc là, on est plus sur des unités, on va dire collectives, voire qui rassemblent un nombre important d'agriculteurs. Néanmoins, on a un territoire rural qui, sur la partie sud, présente des caractéristiques, on va dire, de pré-montagne, avec des exploitations qui peuvent être éloignées les unes des autres, donc des distances et des conditions d'accès un peu difficiles. Donc, une des pistes de réflexion actuellement au travers de cette communauté de communes, c'est aussi de réfléchir à des unités plus modestes et pourquoi pas de réfléchir à la création de filières de collecte du biogaz pour une valorisation sur les lieux de consommation. Ça fait partie des pistes qui sont évoquées pour essayer d'aller plus loin et pour essayer de faire en sorte que les projets de méthanisation se développent vraiment plus fortement sur le territoire en essayant de les adapter davantage effectivement aux situations et aux caractéristiques que présente le territoire. Donc quelques unités, grosses unités, et des réflexions d'unités plus à la ferme ou en tout petit collectif, avec une réflexion de création de filières de collecte de biogaz. Pour l'instant, c'est vraiment à l'état d'idées et de réflexion. Justement, dans la continuité, alors, il y a une question qui vient d'être posée à l'instant, mais elle peut être abordée de manière cohérente. Vous évoquiez le poids en termes d'émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Quelles sont les actions que vous avez menées en matière d'agriculture, peut-être un peu sur le diagnostic initial fin, mais aussi du coup sur les actions possibles concrètement à mener, et on peut éventuellement tisser effectivement un lien avec les questions de méthanisation sur ces questions-là, en partie.
Alors c'est vrai que pour le moment, on s'est essentiellement concentré sur la méthanisation. Je dirais que le volet agricole sur la première phase du plan climat a vraiment pas été très très loin pour plusieurs raisons. C'est qu'il a fallu à un moment donné se donner des priorités et c'était plus simple de le reconnaître sur le volet de la sphère publique et des particuliers. Et que même si on a 2 postes au niveau du pays, ça a de quoi occuper les 2 postes. Et puis pour des raisons de montage aussi financier, c'est vrai que les aides auxquelles on a pu bénéficier pour mettre en œuvre notre programme d'action, il était difficile de pouvoir le faire sur le volet agricole. Il aurait fallu que ce soit le pays qui soit maître d'ouvrage. Il n'y avait pas forcément une volonté politique de porter des initiatives qui relèvent plus de partenaires agricoles, type chambre d'agriculture ou professionnels ou autres. Donc pour le moment, il faut bien reconnaître que sur le volet agricole, c'est modestement qu'on y est rentré par la question de la méthanisation. Demain, avec je dirais l'enveloppe TEPCV qui devrait être attribuée, cela peut-être permettra plus facilement d'envisager des actions sur ce thème. Ah oui, juste quand même une petite précision, effectivement, comme tu l'évoquais Yannick, on a expérimenté l'outil Climagri qui a été développé par l'ADEME donc sur le volet agricole, qui a permis vraiment d'avoir une bonne vision des différents postes d'émissions sur le volet agricole et de la contribution agricole à la question énergétique et climatique du territoire. D'accord. On avait une seconde question d'Alain Béron. Alors je me questionne commissaire enquêteur au tribunal administratif de Bordeaux. C'était une bonne surprise d'avoir des gens qu'on n'attend pas nécessairement. C'est peut-être pas sa seule casquette éventuellement, qui pose une question en lien avec les questions d'urbanisme. Le témoignage qui a été fait sur la question de l'urbanisme en centre-bourg, la question se pose du coup de la connexion avec la planification ou l'aménagement du territoire à une échelle supra, c'est-à-dire avec peut-être une possibilité de travailler sur des plans locaux d'urbanisme intercommunaux et aussi les schémas de cohérence territoriaux. Qu'en est-il du coup de cette articulation sur votre territoire ? Alors sur le territoire, on a effectivement 2 scopes qui couvrent la totalité du pôle territorial, dont un en cours d'élaboration. Donc c'est vrai qu'effectivement on fait référence à ces problématiques dans les scopes, mais pour traduire de façon concrète les éléments qui apparaissent dans l'étude qui est faite par le CIE, il apparaît quand même que ce document d'urbanisme local qui va être vraiment l'outil le plus adapté pour mettre en œuvre le projet. Donc, par contre, en fait, ce qui est fait dans l'étude de cet accompagnement groupé, c'est de mettre à disposition des élus les outils d'urbanisme concrets qui existent pour œuvrer en matière d'aménagement durable et de circulation douce. Donc, il y a à chaque fois une petite partie qui est dédiée aux outils à mettre en œuvre. En général, un passage assez important sur le PLU, qui est vraiment, alors qu'il soit groupé intercommunal ou qu'il soit communal, le PLU qui est quand même l'outil le plus adapté pour la commune pour mettre en œuvre un projet urbain. D'accord. On avait une autre question, alors on balaye de thématiques très différentes, après on reviendra peut-être sur un certain nombre de questions plus intégratives, enfin plus liées à la démarche en règle générale. C'était la question en lien avec les questions de bâtiment de Christiane Morer d'Energy City sur le lien entre le territoire, le pays et la région sur les questions de bâtiment et notamment de la structuration d'une animation territoriale sur le bâtiment. Si j'ai bien saisi, vous avez été certainement lauréat d'un appel à projet plateforme, ou en tout cas vous montez une plateforme de rénovation énergétique de l'habitat. Et du coup, quel est le lien avec la région que vous avez construit ou que vous estimez pouvoir être utile ou nécessaire ? Alors, question piège. Ah mince. Non, tout ça. Non, en fait, quand on dit la région, c'est le conseil régional. Hein, on est bien d'accord. Oui, conseil régional. Parce que, voilà, donc effectivement, au niveau de la plateforme REHAB, c'est effectivement une réponse à un appel à manifestation d'intérêt qui avait été lancé par l'ADEME Midi-Pyrénées. Donc cette plateforme se crée avec un partenariat exclusif pour le moment avec l'ADEME, puisqu'effectivement la région n'avait pas souhaité
apporter son concours dans cet appel à manifestation. Donc sur la création de la plateforme, c'est bien avec une entrée, je dirais, uniquement ADEME. Je laisse la parole à Sylvain Cal. Oui, simplement pour ajouter que la région finance, en tout cas financé jusqu'à présent l'ingénierie territoriale du pays, hein, d'un point de vue général. Ensuite, effectivement, la plateforme de réhabilitation va nous permettre aussi d'actionner les dispositifs régionaux de soutien, dispositifs de financement purement régionaux, ou dispositifs également via les programmes européens, via LEADER, qui sont évidemment gérés désormais par les régions. Et donc, pour finir sur la question du bâtiment avec la région, il y a par contre un gros travail qui est fait sur les bâtiments publics. Donc la région, elle dispose effectivement d'un dispositif d'aide aux élus pour la rénovation des bâtiments publics. Et le pays intervient effectivement en intermédiaire entre la région et les communes pour bien définir le projet, pour s'assurer effectivement des performances visées par les élus dans ce projet de rénovation et de la cohérence des travaux qu'ils vont mettre en place par rapport à cet objectif de performance. Donc là, il y a un travail via notre CEP et via l'animation territoriale du pays d'accompagnement des élus sur la rénovation de leurs bâtiments. Yannick, c'est Catherine Corenbaum, là, comme l'heure tourne. Je voudrais repréciser que ce serait bien de prendre les questions posées par les territoires. Là, il y en a quelques. Il y a celle de Michael Soulier qui vient d'arriver, qui demande si vous envisagez. Voilà. Oui, tout à fait. Celle de Vincent aussi, qui est important sur le pilotage. Voilà, ok. Et celle de Vincent aussi, hein, sur le pilotage de la démarche et l'effet d'entraînement pour les élus. Bien sûr. Okay. Alors du coup, peut-être juste avant d'en venir aux questions de pilotage, comme la question précédente est concrète, effectivement, de Michael Soulier du pays ruthénois, il existe aujourd'hui un parc éolien au moins sur le territoire. Il a été monté de manière, entre guillemets, classique, c'est-à-dire porté par un développeur privé, pour autant que je me souvienne. Est-ce que sur les prochains projets que vous envisageriez, notamment éolien, photovoltaïque en particulier, vous avez le souhait, la volonté d'intégrer les collectivités, les citoyens, et si c'est le cas, selon quelle modalité? Est-ce que ce sont des choses que vous avez déjà réfléchies ou c'est pas une volonté du territoire en particulier? Alors, sur la question participative, effectivement, c'est quelque chose qu'on a inscrit pleinement dans le projet TEPCV, parce que, d'une part, il y a effectivement sur certaines initiatives le souhait de pourquoi pas réfléchir et de bénéficier d'un accompagnement pour permettre effectivement l'investissement citoyen dans certaines réalisations, notamment je pense au photovoltaïque, et pour ce qui est de l'éolien, à ce jour, c'est vrai que c'est un projet porté par une commune en lien avec un développeur. La question a déjà été posée, pas vraiment de réponse encore à ce jour-là, mais en tout cas au niveau du pôle et au niveau effectivement du projet souhaité sur le territoire, c'est des choses qu'on souhaiterait pouvoir encourager. Alors c'est vrai que j'ai vu dans la question STEM ou pas, donc après les outils ils sont divers et multiples. C'est vrai que par exemple on évoquait la SIC sur la rénovation énergétique. Est-ce que cette SIC, c'est une question qui va se poser? Est-ce qu'elle doit être que sur le volet effectivement rénovation, ou est-ce qu'elle ne peut pas effectivement aller également sur le volet investissement citoyen, participatif par rapport à la production d'énergie renouvelable? Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de réfléchir et de travailler pour proposer des solutions et des outils aux collectivités sur ces questions-là. Je ne sais pas si Sylvie veut rajouter. Ça marche. Du coup, on avait une question de Vincent Chassagne, de Mairie Conseil, qui évoquait la question de la nature du pilotage de la démarche, globalement énergie-climat, et puis par rapport à ça, de l'effet d'entraînement que ça peut créer ou pas. Alors peut-être pour aller, c'est très vaste, mais j'étendrai éventuellement la question. Est-ce que vous voyez des effets à court terme sur de la réforme des collectivités territoriales en cours à venir, et est-ce que ça va éventuellement modifier la nature de votre pilotage, de votre structuration?
J'étends un peu la question, mais ça peut potentiellement être lié à l'actualité. D'accord. Alors la dernière partie de votre question me laisse un petit peu sceptique, mais On va commencer par la première, qui était... voilà. Au La départ, première, voilà, la nature du effectivement, pilotage. oui, la nature du pilotage, donc l'association de pays fonctionnait par commission de travail, associant à la fois des élus et des membres du conseil de développement. Donc à l'origine, c'est la commission environnement qui s'est saisie effectivement de ces problématiques-là, en y associant des membres du conseil de développement, donc des acteurs de la société civile. Nous sommes allés en repérage d'actions locales ou d'actions de particuliers sur les thématiques environnementales. Et puis nous avons progressivement associé d'une part les collectivités évidemment du pays et puis également les acteurs économiques à travers un partenariat fort avec des agences spécialisées du type CAUE, ADIL, Espace Info Énergie, mais également avec les chambres consulaires et notamment la chambre des métiers. Donc voilà, le pilotage de niveau politique avec en associant les acteurs économiques du territoire. Alors on se rend bien compte effectivement que cette thématique environnementale et énergétique, plus exactement, irradie maintenant un petit peu toute notre politique de développement au niveau du pays, puisque progressivement nous montons en compétence à travers les différents outils que nous avons été amenés à constituer. Et puis ensuite parce que nous le mettons aussi au cœur d'autres projets. Je parlais tout à l'heure de notre candidature au programme LEADER. La rénovation énergétique est également un axe fort de cette candidature-là. Si je peux juste rajouter un petit quelque chose pour répondre à permettre un effet d'entraînement. Si je prends juste par exemple la question de la thermographie, on avait deux sociétés qui travaillaient à côté de nous sur les questions de thermographie et de sensibilisation des particuliers, qui se sont pris au jeu de ce qu'on essayait de mettre en place pour effectivement proposer une innovation et permettre effectivement d'adapter un produit à la dynamique qu'on souhaitait créer. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu quelques effets d'entraînement de cette nature et qui sont là pour le coup économique, puisque ces sociétés aujourd'hui cherchent effectivement à développer leur processus ailleurs que sur le territoire de l'Albigeois, donc c'est aussi des choses dont on peut se féliciter. Oui, il y a un effet d'entraînement à la fois vis-à-vis des particuliers et, comme le dit Julien, l'action tournant autour de la thermographie en est un exemple révélateur, qu'effectivement nous avons eu un taux de retour assez important des participants à ces soirées. Je parle des particuliers, dont certains effectivement ont souhaité pousser la question de la rénovation énergétique de leur habitat jusqu'à engager des actions très concrètes. Il y a également un effet d'entraînement au niveau des collectivités du pays, avec notamment l'action sur le Conseil en énergie partagée, qui est une action qui recueille beaucoup de succès et qui suscite l'adhésion des collectivités, mais aussi avec des actions qui vont plus loin et qui débordent le cadre du pays, en partenariat notamment, je l'évoquais tout à l'heure, avec le syndicat départemental de l'énergie, sur tout ce qui est éclairage public et réflexion autour de l'extinction nocturne de l'éclairage. Donc on sent effectivement des effets d'entraînement au fur et à mesure que les outils se constituent. On voit des retombées concrètes sur le territoire. Oui. Alors, on n'est pas tout à fait loin de 13 heures, mais on peut se donner 5 minutes pour conclure éventuellement. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles questions en suspens. Juste une question un peu potentiellement...
Oui, Catherine, alors vas-y, bien sûr. Non, mais bon, moi j'en avais une, mais bon, 101 communes, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 58 000 habitants. Vous avez parlé de journées d'échange entre les communes, avec les communes, mais comment on fait quand on est quand même un territoire avec un si grand nombre de communes pour faire prendre la mayonnaise, pour que les informations circulent, que la motivation persiste, que les projets restent quand même, comment dire, que les acteurs y participent. Comment vous faites concrètement? Parce que voilà. Bah, disons qu'au départ, il ne faut pas avoir peur effectivement d'intéresser que 2-3 communes D'accord. et de montrer par l'exemple que ce que l'on peut faire sur ces 2-3 communes, eh bien, d'autres peuvent le faire et que surtout ces 2-3 premières communes en ont tiré un bénéfice, un intérêt. Et c'est par ce biais-là qu'on essaye petit à petit effectivement que si on parle là de la sphère des collectivités, d'entraîner bon nombre de collectivités. Et comme le disait M. Cass sur le CEP, c'est vraiment le bon exemple. Aujourd'hui, effectivement, il y a de nombreuses communes qui, pas forcément souhaitent rentrer dans le dispositif en tant que tel, mais en tout cas contactent le pays, veulent avoir de l'information sur le dispositif, voudraient être accompagnés sur 2-3 choses plus particulièrement, et donc il y a vraiment un effet levier de ces initiatives, et d'autant plus quand elles sont mises en œuvre de façon collective. Après, pour l'instant, peut-être que, enfin voilà, je laisse la parole à M. Gatt. Oui, un territoire vaste avec 101 communes, effectivement, mais avec d'emblée aussi le parti pris de passer directement par le relais de l'intercommunalité. Parce qu'effectivement, c'est l'intercommunalité aussi qui a pu diffuser le message au plus grand nombre de communes. Bon, certaines communes sont venues d'elles-mêmes parce que elles étaient intéressées d'emblée, mais d'autres sont venues par le relais de l'intercommunalité. Et s'il y a eu un effet de la réforme territoriale, c'est qu'effectivement, nous pouvons travailler maintenant en direct avec les communautés de communes. Au départ, et je parle sous le contrôle de Julien, je crois que le pays regroupait 7 ou 8 communautés de communes. De par les fusions, maintenant on est à 5 communautés de communes. Donc ça joue aussi pour l'effet intégrateur. Oui, merci. Alors, s'il y a une petite question sur l'élève de quelqu'un ou sur le clavier de quelqu'un, elle peut toujours être bienvenue. Moi, j'en ai juste une sur l'aide qui devrait arriver du ministère sur territoire à énergie positive pour la croissance verte. Avez-vous une idée de ce à quoi vous aimeriez consacrer cette aide, indépendamment des conditions d'utilisation qu'on ne connaît pas encore très précisément? On avait une bonne idée de la mobilisation, mais sauf que les dernières nouvelles remettent un petit peu en question le programme d'action qu'on avait imaginé, puisqu'effectivement les modalités changent très souvent et que malgré tout ça influe beaucoup les actions que l'on pourra inscrire dans ce projet. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on va dire sur le volet patrimoine public, il y a ce CEP, mais l'idée c'est de pouvoir généraliser certaines actions et certains accompagnements à l'échelle des communes hors CEP. Donc ça, il y aura certainement quelque chose de très fort et toujours dans cette idée d'action collective, portée de façon collective. Par exemple, nous sommes en train de travailler sur l'extinction nocturne de l'éclairage public avec la vingtaine de petites communes suivies par le CEP. Demain, via TEPCV, l'idée c'est de proposer à toutes les communes du pays qui le souhaitent de rejoindre ces 20 communes sur cette action spécifique pour porter collectivement ce projet. Donc ça, voilà. Sur la question de la rénovation de l'habitat, il y a la plateforme. Donc là, je dirais qu'on s'est doté d'un outil et de moyens pour essayer de diminuer les consommations du patrimoine privé. Et le gros volet sur lequel il nous reste à nous attacher, c'est effectivement la production énergétique du territoire. Comment mettre en œuvre et comment faire émerger de nouveaux projets de développement d'énergie. Donc là, je pense que TEPCV devra se concentrer en partie là-dessus. La question de la mobilité et la question agricole, puisqu'on l'a vu, il va falloir aussi régler la question des gaz à effet de serre.
Oui, juste pour dire qu'effectivement, nous, l'opportunité que l'on voyait effectivement dans le fait d'être lauréat TEPCV, c'était effectivement de pouvoir accompagner ce besoin en ingénierie des territoires sur différents champs. Et vous comprendrez que en tant qu'élu, je manquerais à mes devoirs si si je ne disais pas aussi que à cette mobilisation des acteurs locaux qui se met progressivement en place, vient s'ajouter aussi la nécessité d'avoir sur le territoire des techniciens très, très fortement mobilisés. Et vous avez pu l'entendre à travers leur présentation avec Emmanuel et Julien. Nous avons aussi cette mobilisation importante qui parfois aussi aide bien l'élu que je suis à faire passer certains messages en comité syndical auprès de mes autres collègues sur la nécessité d'aller vers effectivement une réflexion encore plus aboutie sur tout l'aspect rénovation énergétique. Merci. Du coup, je vous propose de conclure sur une proposition qui est celle de Sandrine Burezi, qui est directrice de GEFOSAT. À quand les rencontres territoire énergie positive en Albigeois-Bastide C'est une question à laquelle vous avez le temps de répondre un peu. Les prochaines sont prévues dans le Touarçais, Poitou-Charentes, début septembre, 2, 3, 4 septembre, ce qui vous laisse une bonne année et demie pour y réfléchir. Bien écoutez, ça ne dépend pas que de moi. Si ça dépendait que de moi, je vous dirais demain. Mais donc j'ai bien compris que c'était plutôt pour après-demain, donc ça nous rassure. En tout cas, pourquoi pas, effectivement, j'ai envie de dire chiche et relevons le défi. On serait très heureux de vous accueillir en terre cathare, en terre albigeoise, donc il n'y a aucun souci. Et, bon, je m'engage peut-être, mais évidemment que j'en parle avec le président Sommen, mais je pense qu'on peut peut-être prendre rang, donc c'est déjà. Ok, bonne nouvelle a priori en tout cas. Oui. Voilà. Merci beaucoup de vos témoignages. Merci. Et bien merci. Merci et puis on à reste tous. à Et puis disposition merci à tous les pour des participants pour votre présence, vos questions. Et donc cette téléconférence sera qui a été innovante d'ailleurs parce que c'est devenu une télé-vidéoconférence pour la première fois. Sera restituée en intégralité sur les sites de Mairie Conseil et du réseau Territoire Énergie Positive dans un délai raisonnable. Donc merci à tous, organisateurs, équipe technique et participants. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée.